C'est bon? Bien. Cécile, là? Bien, bonsoir à toutes et à tous. Avant de donner la parole à M. Kerjean, qui est notre secrétaire de séance, je vais inviter Emmanuel Lebars, la nouvelle conseillère, à prendre place au bout de la table, là-bas, à côté de sa collègue, à côté de Cécile Guérin-Guévin. Voilà. Par contre, ne pourra pas prendre part au vote dans le premier temps, notamment pour la validation des... Mais au point numéro 1, quand tu seras vraiment installé, tu pourras participer au vote. Donc, bienvenue à Emmanuel. Donc, je donne la parole à Gwenaël Kerjean qui va procéder à l'appel. Monsieur Pierre Augor. Présent. Madame Anne Caron. Procuration à Michel Cadour. Présent. Thierry Collat. Présent. Isabelle Nédé. Présent. Mathieu Seydé. Présent. Anne-Sophie Morvan. Présent. Gilbert Quintel. Présent. Michel Richard. Présent. Nélie Gallet. Présent. Marie-Françoise Carglionou. Présent. Alain Clef. Procuration à Gilbert Quintel. Jean-Jacques Cadin. Procuration à Thierry Collat. Pierre Hénin. Présent. Catherine Merceur. Présent. Bénédicte Rollet. Présent. Stéphanie Cottereau. Présent. Céline Caron-Guéven. Présent. Sophie Béadarche. Olivier Yvain. Antoine Audouard. Présent. Denis Sellet. Présent. Bruno Simon. Sylvie Ravaillot. Procuration à Gwenaël Kerjean. Lionel Kerjean, présent. Jérôme Jacobin. Catherine Desniel. Jean-Philippe Sourimant. Procuration à Denis Philippe. Merci. On va procéder à l'approbation du procès verbal de la dernière séance du conseil municipal du 10 juin. Y a-t-il des observations sur ce compte rendu? Il n'y en a pas, donc je considère que c'est d'accord. Alors, on va passer l'approbation du procès verbal de la séance du 10 juin. C'était le secrétaire de séance, c'était M. Simon. Il y a des registres du 22 avril où il manque la signature de Mathieu Seydé, Cécile Guérin-Guévin, Gwenaël Kerjean et Catherine Desniel. Donc on va vous passer les 4 registres. N'oubliez pas de signer tous les registres. Et avant de démarrer le conseil, je voulais vous dire aussi qu'on a enlevé un point du conseil municipal, c'est la session du 41 rue Charles de Gaulle, qui est retirée de l'ordre du jour. Tout simplement, c'est parce qu'il nous manque une pièce administrative. Je vais quand même m'expliquer, pour pas qu'il y ait d'ambiguïté. Nous avons acheté le 41 rue Charles de Gaulle il y a plusieurs mois. À l'époque, nous avions demandé au domaine de venir l'évaluer. Il nous avait dit tout simplement, moins de 180 000 euros, il n'y a pas raison de venir l'évaluer. Quand nous l'avons acheté, c'est tout simplement qu'il était en vente depuis un moment et le propriétaire de cette maison-là nous a contactés pour demander si on était intéressé. Nous avons fait une proposition qui a été bien sûr validée et donc je vous répète, on avait demandé au domaine qui n'était pas. Alors, il y a eu une question à la dernière commission demandée en l'avis des domaines. Nous avons rappelé les domaines par précaution. Il y a eu un moment d'hésitation, tout compte fait, ils nous ont dit oui, mais on ne sait pas si on va se déplacer ou pas. Donc, vous voyez, bon, moi dans le trouble, enfin dans le doute, et dans vraiment, première fois on nous dit il n'y a pas besoin d'évaluation, là on nous dit il y aura une évaluation, mais peut-être qu'elle va se faire uniquement sur cadastre et sur lieu. Bon, moi j'attends vraiment de trucs, donc on retire le dossier, il n'y a aucune précipitation, on va reposer le dossier au mois de septembre, au prochain conseil municipal. Voilà l'explication du retrait de ce point de l'ordre du jour. Voilà. On va... Oui ?
Monsieur le maire, les élections cantonales des 20 et 27 juin derniers vous ont reconduit comme conseiller départemental du Finistère pour les 7 prochaines années. Nous tenons tout d'abord à vous féliciter pour ce nouveau mandat, vous et votre binôme Véronique Bourbigo. Vous démarrez ce mandat dans une nouvelle majorité. Nous comptons sur votre ténacité et votre capacité de persuasion pour que vous fassiez aboutir des dossiers pour notre canton. Pour revenir sur les dernières élections, je pense pouvoir dire que nous sommes unanimes sur le fait que l'abstention a été forte. Certes, la crise sanitaire que nous vivons a sa part de responsabilité, mais pas que. Désintérêt des électeurs pour la chose publique, défiance des concitoyens envers les politiques sont aussi des motifs de non-déplacement des électeurs. Nous devons collectivement y réfléchir pour l'avenir. Malgré cette abstention massive, nous pouvons toutefois tirer des enseignements quant aux résultats obtenus. En effet, rien que sur Guilherme, alors que la participation n'a été que de 36,73%, nous enregistrons 260 voix d'écart par rapport au binôme de Finistère solidaire. L'an dernier, au municipal, vous aviez gagné avec 136 voix d'écart. Si on met en parallèle les élections municipales de 2020, où la participation a été de 47,25%, soit 11,5% de plus qu'aux dernières élections cantonales, force est de constater que votre dernier score a augmenté de 91%. Rien que sur Guilherme, je vous le rappelle. Ce résultat est sans appel et nous conforte, Monsieur le maire. Ce résultat nous permet pour vous, Monsieur le maire, et avec nous, membres de la majorité à vos côtés, de poursuivre le programme sur lequel les Guilhéréens nous ont élus pour 6 ans et avec la méthode qui est la nôtre. Encore félicitations, Monsieur le maire et Monsieur le conseiller départemental de la majorité. Excusez-moi. Merci beaucoup. Voilà, je ne fais pas de commentaires sur les élections. C'est pas la première fois. Pour moi, c'est bien sûr c'est un honneur encore de représenter la ville, mais aussi le canton au département. C'est pas la première fois que nous avons des conseillers départementaux qui siègent au sein de cette assemblée. C'est depuis des lustres et des lustres et des lustres. Donc, bien sûr, je l'entends très bien, les dossiers de guilhériens devront être, bien sûr, défendus, et qui plus est, dans une majorité qui nous est acquise aujourd'hui. Bon, voilà, je ne ferai pas plus de commentaires sur les élections. On va tout de suite démarrer le premier point de l'ordre du jour, qui est l'installation d'une conseillère municipale. Je l'ai fait prendre sa place tout à l'heure. Bienvenue encore, Emmanuel. Donc, le préfet a reçu par courrier la démission de Mme Arzur le 14 juin. Et donc, conformément à tous les codes électoraux, il faut entretenir une procédure. Le suivant sur la liste, notre liste Continuons Guilherme autrement, n'ayant pas souhaité siéger, la place revient à Emmanuel Lebars, qui était la suivante sur la liste. Donc, j'installe aujourd'hui Emmanuel Lebars dans ses fonctions de conseillère municipale à compter de ce jour. Bienvenue, Emmanuel, et je sais que tu es très heureuse de participer, et je sais que les connaissances que tu as, tu feras profiter la collectivité. Merci. Donc, il y a eu des questions, il n'y a pas de vote là-dessus, bien évidemment, c'est une installation. Il y a eu des questions quand même posées lors de la commission sur le délai de 15 jours, puisqu'effectivement, nous avons un délai de 15 jours pour installer un nouveau conseiller municipal. Bon, l'administration peut être aussi bête et disciplinée, mais l'administration est aussi compréhensive. À partir du moment où on avait un conseil municipal 8 jours au délai de on n'allait pas réunir il y a 8 jours un conseil municipal pour faire l'installation et avoir un autre conseil municipal 8 jours après pour les dossiers. Donc, ils ont bien sûr accepté à ce qu'on dépasse ce délai pour que Emmanuel Lebars, bien sûr, rentre au sein de ce conseil municipal. Voilà. Donc voilà, on prend note de ce point-là. Deuxième point, c'est la détermination, puisqu'on revient comme si c'était des élections, puisque c'est une adjointe qui avait démissionné. Détermination du nombre de postes d'adjoints. Le nombre de postes d'adjoints relève de la compétence du conseil municipal qui détermine librement le nombre d'adjoints en vertu de l'article L2122-2 du Code général des codes des collectivités territoriales. Vu donc l'acceptation du préfet pour la démission de Mme Arzur de son poste de 3e adjoint, considérant que Mme Anne-Sophie Morvan doit démissionner de ses fonctions de 7e adjointe afin de pouvoir se porter candidate à l'élection
le poste de troisième adjoint. C'est très simple, vous savez, quand on peut faire compliqué. Donc, la démission a pris de Mme Anne-Sophie Morvan au poste de septième adjoint a pris effet à partir du 7 juillet, c'est-à-dire hier. Monsieur le maire rappelle, donc moi-même je rappelle qu'il convient en cas de démission d'adjoint, il est nécessaire de soumettre à l'approbation du conseil municipal soit la suppression des postes d'adjoints démissionnaires, remplacer les adjoints démissionnaires et maintenir à 8 le nombre de postes d'adjoints. Donc, nous maintenons à 8 le nombre d'adjoints. On accepte la démission d'Anne-Sophie en tant que septième adjointe aujourd'hui pour que tout à l'heure nous puissions passer au vote pour qu'elle soit ramenée dans l'ordre du tableau un peu en avant. Voilà. Donc il est proposé au conseil municipal de maintenir à 8 le nombre de postes d'adjoints, décider que les nouvelles adjointes, puisque c'est des adjointes, là on est obligé d'avoir la parité. Automatiquement on remplace une femme par une femme. Autant pour le rentrer le conseil municipal se répute un homme à la place d'une femme, mais là, pour les postes d'adjoints, c'est la parité. Et c'est ce qu'on va faire d'ailleurs tout à l'heure. Décider que les nouvelles adjointes occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qu'ils occupaient précédemment, les postes devenus vacants, et de procéder à l'élection de la troisième adjointe et la septième adjointe. Donc la commission a vu le dossier. Les délégations seront-elles les mêmes? Aujourd'hui, on se contente de voter les postes d'adjoints. Les délégations seront faits par arrêté à partir de la semaine prochaine et donc transmises et seront bien sûr officialisées au prochain conseil municipal de septembre. Mais aujourd'hui, le travail continue on est dans la continuité du travail avec les postes d'adjoints. Il y aura une information au mois de septembre. Donc il y avait un avis favorable de la commission. Pardon? Oui, l'avis de la commission, M. Cargent. Non, c'est moi qui vais la donner. D'accord. Avis favorable de la commission. Merci. Donc voilà, donc on va procéder à l'élection de la... Ah, il faut voter. Y a-t-il des gens qui ne sont pas d'accord sur les 8 postes d'adjoints? Y a-t-il des gens qui s'abstiennent? D'accord, merci. On va procéder à l'élection donc du poste de la troisième adjointe. Donc, vu le Code général des collectivités territoriales, notamment les articles L21, 22-4, L21, 22-7, L21, 22-7-2, L21, 22-10, L21, 21-3, vu la délibération en date du 8 juillet 2021 fixant à 8 le nombre d'adjoints et proposant que les nouvelles adjointes occuperont dans l'ordre du tableau le même rang que les élus qu'ils occupaient précédemment, les postes devenus vacants. Donc, afin d'assurer les conditions du quorum posées à l'article 21-21-17 du Code général des collectivités territoriales, comme tout cela est rempli, je propose que le conseil municipal procède à l'élection d'un troisième adjoint. Il va être proposé, je propose, de désigner pour former le bureau M. Michel Richard. Désolé Michel, mais tu vas reprendre du boulot un petit peu. Secrétaire, et Mme Catherine Daniel et M. Olivier Yvain comme assesseurs. Donc voilà. J'invite donc les conseillères municipales à faire acte de candidature. Et moi, je propose pour la liste Guilher autrement, Madame Anne-Sophie Morvan. Est-ce qu'il y a d'autres candidatures? Oui. Monsieur le maire, messieurs les élus, notre groupe ne présentera pas de candidature pour l'élection de la troisième adjointe. Il nous paraît cohérent que ce poste d'adjointe revienne à la majorité. Merci. Donc nous allons vous distribuer des bulletins. Je vais demander aux secrétaires et aux assesseurs de venir me rejoindre. Enfin, vous avez d'abord les enveloppes. Vous avez 2 enveloppes chacun, puisqu'il y aura un vote tout à l'heure pour le troisième... On a pu mettre ça sur les tables déjà depuis tout à l'heure. Ouais, je rappelle qu'il y en a qui ont des procurations.
Elle vote pas, elle. Merci. Je vais demander aux membres du bureau de venir ici, s'il vous plaît. Monsieur le secrétaire. Attends, il faut qu'il mette en... qui c'est qui va procéder à la lecture de... Michel, tu as la liste? Viens ici, je peux te donner si tu veux. Alors, est-ce qu'il se déplace ou on se déplace? Allez, vous venez au milieu, ce sera beaucoup plus facile que de peut-être... Voilà. Putain, je ne sais plus où j'ai foutu mon truc, moi. Il faut que tu restes là-bas, Michel, pour dépouiller, en fait. Okay. Non, non, mais... Comment? Qui dépouille, qui annonce, qui surveille. Tourne les enveloppes d'abord. Bon. Tu annonces, Michel? Madame Anne-Sophie Morvan. Madame Anne-Sophie Morvan. Madame Anne-Sophie Morvan. Madame Anne-Sophie Morvan.
Madame Anne-Sophie Morvan. Madame Anne-Sophie Morvan. Madame Anne-Sophie Morvan. Blanc. Madame Anne-Sophie Morvan. Blanc. Madame Anne-Sophie Morvan. Blanc. Blanc. Madame Anne-Sophie Morvan. 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 Et Madame Anne-Sophie Morvan. Envoyer la feuille. Bon. Bien, le résultat donc du dépouillement de ce scrutin pour l'élection de la troisième adjointe. Donc, il y a eu 29 votes, nombre de votants 29, nombre de bulletins blancs ou nuls 4, donc suffrage exprimé 25 pour Anne-Sophie Morvan. Donc Anne-Sophie Morvan est élue troisième adjointe. Bravo, félicitations. Donc, on va procéder à l'élection du 7e adjoint, même procédure. Donc, les articles restent les mêmes, hein, je ne vais pas vous les relire.
le secrétaire toujours, M. Michel Richard, les secrétaires, les assesseurs, Catherine Daniel et Olivier Yvain. Donc, nous proposons pour la liste Continuons Guilher autrement, Sophie Guillavarche. Y a-t-il d'autres candidates? Donc, pour notre part, nous proposons la candidature de Madame Denise Philippe. Au sein de ce conseil de 29 élus, nous sommes 7, vous 22. Avoir une adjointe qui appartienne à la minorité serait pour nous une bonne traduction du résultat des élections municipales et marquerait un réel esprit d'ouverture. Ok, donc nous allons distribuer les bulletins. Les enveloppes, tout le monde a les enveloppes. J'ai même pas vu ça. Oh, je suis passée à la télé. Oh merde. Oh pardon. Oui, tu tombes un paquet. Là, pour les jeunes, c'est pas grave. Très bien. On va...
Sophie Guillavarche. Madame Sophie Guillavarche. Madame Denise Philippe. Madame Sophie Guillavarche. Madame Sophie Guillavarche. Madame Denise Philippe. 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 Madame Sophie Guillavarche. Madame Denise Philippe. Madame Denise Philippe. Madame Sophie Guillavarche. 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 Comment? Bien. Donc, 29 votants, 29 enveloppes.
ont obtenu donc Madame Guillavard 21 voix et Madame Fellep 8 voix. Donc Madame Guillavard est élue 7e adjointe donc à la mairie d'Hilaire. Donc Anne-Sophie, elle, c'était un transfert, mais bienvenue à la nouvelle adjointe, donc on peut l'applaudir. Et je vais te remettre et je ne vais pas te la passer, mais je te la remets, l'écharpe d'adjointe, donc tu auras l'occasion de ce soir devant la classe de l'essayer, si ça te sied bien. Merci beaucoup. Donc, on va maintenant, le point suivant, c'est la mise à jour du tableau du conseil municipal. Alors, je ne sais pas si on a la projection, parce qu'on a modifié. Donc, il y a la venue d'Emmanuel Lebars comme conseillère municipale, et l'ordre du tableau est modifié. Donc, bien évidemment, ce nouveau tableau prend acte des des modifications, et donc l'arrivée d'Emmanuel Lebars, et donc aussi l'ordre des adjoints donc, qui est défini sur ce tableau-là. Bon, évidemment, en commission, vous l'avez vu, mais on ne pouvait pas le dire tant que les choses n'étaient pas élues, mais bon, il n'y a pas de vote sur cet ordre du tableau, mais voilà, on vous le présente. Et donc, voilà, c'était ce point-là de l'ordre du jour. Ensuite, indemnité de fonction des adjoints et des conseillers délégués. Alors, c'est une délibération assez longue qui a déjà été vue au mois de juin 2020 lors de l'élection du maire et des adjoints. Il n'y a pas de modification dans la délibération, puisque nous sommes toujours dans une catégorie de communes, nombre d'habitants de 3005 à 9999, et donc les montants de l'indemnité n'ont pas changé. Nous sommes toujours à 8 adjoints. Le maire reste toujours, suivant 55% de l'indice brut terminal de la fonction publique, premier, deuxième, troisième adjoint, 21,48 de l'indice brut terminal de la fonction publique. Les autres adjoints, 16% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Conseillers délégués, 13,56% de l'indice brut de la fonction publique. Et les autres conseillers délégués, 9% de l'indice brut terminal de la fonction publique. Donc le montant de l'enveloppe financière mensuelle reste la même valeur que le 18 juin 2020, c'est-à-dire elle est de 8 984,51 € par mois. Voilà. Et ces crédits sont inscrits au budget, donc au chapitre 6531, 6531, 6531, 6533 et 6534. Donc il est proposé au conseil municipal de valider le montant de l'enveloppe globale et la proposition de répartition représentée ci-dessus. La commission a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. D'accord, merci. Donc voilà, nous n'avons rien changé de la dernière fois, donc c'est tout simplement le changement dans la continuité, comme dirait ça. Donc, il faut passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? 7 abstentions, unanimité, merci. Point suivant, la modification du tableau des commissions municipales. Alors, on a deux possibilités. Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment l'article L21-21-22, vu le Code général des collectivités territoriales, l'article L21-21-21, le maire propose et explique que conformément à l'article L21-22 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal fixe les commissions et désigne les conseillers devant siéger dans chacune d'elles. Comme nous avons eu l'installation de Mme Emmanuelle Lebars en qualité de conseillère municipale, de l'élection de Mme Anne-Sophie Morvan en tant que 3e adjointe et Mme Sophie Guillavard en tant que 7e adjointe, il a lieu de modifier la désignation des membres de la commission.
il est rappelé que selon les dispositions de l'article L21-21-21 du Code général des collectivités territoriales, le conseil municipal peut décider à l'unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour nommer ou aux nominations ou aux représentations, sauf dispositions législatives ou réglementaires prévoyant expressément ce mode de scrutin. Il est proposé au conseil municipal, conformément aux dispositions de l'article L21-21-21 du Code général des collectivités territoriales, de ne pas procéder au vote de scrutin secret pour toutes ces modifications. Donc, est-ce que quelqu'un veut qu'on fasse un bulletin, on vote à bulletin secret? Je vais mettre à main levée. Moi, je vous propose que l'on fasse à main levée, bien sûr, le vote de scrutin, mais si quelqu'un veut qu'on aille au scrutin secret, on peut le faire. Mais je vais mettre à main levée quand même pour respecter la transparence et la loi. Y a-t-il des gens qui pensent qu'il faut voter à bulletin secret? Personne. Donc, je considère que vous êtes tous pour qu'on vote à main levée. Donc, il va être proposé donc de modifier les tableaux des commissions. Moi, je propose qu'elles soient. Alors, on pourrait le faire ce soir, mais peut-être que vous avez une demande, vous, mesdames et messieurs de la minorité, de changer éventuellement. Il faut profiter de ce changement d'adjoint, de changer de commission. Non, c'est bien, on garde pour notre part la même répartition. Bon, d'accord. Dans ce cas-là, on peut voter ce soir la répartition des commissions, puisque voilà, de nouveaux adjoints sont élus. On peut voter dès ce soir la répartition des commissions. Comme ça, nous pourrons démarrer en mois de septembre, tout de suite, en commission thématique séparée. Si on n'avait pas voté ce soir, nous aurions été obligés de faire une plénière. Donc, merci de votre confiance et merci aussi à la minorité donc de ne pas modifier. Maintenant, voilà, on va voter les commissions. Est-ce que tout le monde est d'accord pour les commissions? Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité? Merci. Donc les commissions municipales sont adoptées. Ensuite, ce n'est plus moi. Je vais céder la parole à Michel Cadot pour l'aménagement du temps de travail. Si vous voulez, je vais démarrer donc à la deuxième page les modalités d'organisation, parce que donc dans la première page, il y a tous les articles, les rappels du contexte et le rappel du cadre légal qu'on a vu l'autre jour en commission. Je pense qu'on peut faire. Vous êtes d'accord? Vous êtes d'accord? Ça vous va? Donc j'y vais. Les modalités d'organisation du temps de travail proposées ont été établies pour répondre aux deux objectifs suivants. Adapter le fonctionnement des services de la ville aux nouveaux enjeux de service public. Conserver une souplesse et une dynamique de fonctionnement des services tout en apportant de la lisibilité dans les cycles de travail. Cette nouvelle organisation implique une augmentation de l'amplitude de travail hebdomadaire des agents. Les différentes modalités proposées ont fait l'objet d'une concertation avec l'ensemble des agents de la ville de Guilherme. Ainsi, il est proposé au conseil municipal de supprimer tous les jours de congé non prévus par le cadre légal et réglementaire afin de garantir le respect de la durée légale du temps de travail qui est fixée à 1607 heures, dans les conditions rappelées ci-avant. Fixer dans le respect de la durée légale de temps de travail les cycles de travail suivants. Un cycle de 36 heures par semaine sur 4 jours et demi ou 5 jours. Un cycle de 37h30 par semaine sur 4 jours et demi ou 5 jours. Prendre acte que l'augmentation de la durée hebdomadaire de travail va générer des jours d'ARTT comme suit. Nombre de jours d'ARTT attribués annuellement pour un agent travaillant à temps complet. 6 jours ouvrés par an pour 36 heures hebdomadaires, moins la journée de solidarité, donc égale 5 jours ouvrés. 15 jours ouvrés par an pour 37h30 hebdomadaires, moins la journée de solidarité, donc égale 14 jours ouvrés. Personnel de direction et agents de catégorie A. Les membres de l'équipe de direction sont soumis au régime forfaitaire du temps de travail sur 228 jours. Compte tenu de la disponibilité nécessaire pour accomplir leurs fonctions au moins 39 heures hebdomadaires en moyenne,
Ils ne sont pas astreints à un temps de travail hebdomadaire et bénéficient forfaitairement d'une base de 22 jours RTT par an, journée de solidarité déduite. Le nombre d'ARTT est proratisé à hauteur de la quotité du temps de travail de l'agent. Préciser que la journée de solidarité destinée à assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées sera instituée par la réduction du nombre de jours d'ARTT comme détaillé dans le point précédent. Préciser que les services scolaires et périscolaires ne sont pas concernés par les cycles de 36 heures ou 37 heures 30 hebdomadaires. Ces services dont l'activité nécessite un temps de travail qui varie en fonction des périodes de l'année seront soumis à un cycle de travail annuel basé sur le calendrier scolaire avec un temps de travail annualisé. Le temps de travail sera fixé en conformité avec le temps de travail légal sur la base d'horaires fixes et de planning établis par le chef de service. Le décompte de la journée de solidarité sera intégré dans les plannings. Un planning à l'année sera remis à l'agent qui distinguera les temps travaillés, les temps de repos compensateurs et les congés annuels. En effet, en cas de maladie, seuls les congés annuels sont reportés de plein droit. Prendre acte que le détail de l'organisation sera précisé dans le protocole du temps de travail qui sera soumis à l'avis du comité technique et à l'approbation du conseil municipal. La nouvelle organisation fera l'objet d'une évaluation au bout d'une année de fonctionnement et pourra faire l'objet de modifications après avis du comité technique et approbation du conseil municipal. La présente délibération entrera en vigueur au 1er janvier 2022. Les délibérations antérieures relatives au cycle de travail sont abrogées à compter de cette entrée en vigueur. Merci. Donc, avis de la commission. La commission a pris connaissance du dossier. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas? Non. Ok, merci. Donc, les explications ont été données en commission et aussi par un courrier que je vous ai envoyé actuellement à tous les conseillers municipaux pour expliquer les démarches de ce qui s'est passé pendant toute cette période de négociation. Je voulais remercier, moi particulièrement, la directrice générale des services pour le travail, ainsi que le DGA, François Leroy, pour tout le travail et le temps passé à la concertation avec, bien sûr, les élus, représentant ici Michel Cadeau, moi-même et notre élu. On a participé à la discussion avec les agents pendant une très longue période. Et au bout de cela, ben voilà, on a abouti à un accord qui est passé au comité technique, qui a eu l'aval du comité technique. Nous avons eu une petite péripétie entre-temps, mais qui venait de l'extérieur et non des agents. Donc je remercie moi aussi les agents d'avoir participé. C'est pas été quelque chose de simple parce que tout le monde a eu du mal à intégrer cette notion de travail de 1607 heures. Les gens n'ont pas forcément compris au début, mais à force d'explications et aussi de réunions pour expliquer tout ça, ben nous avons abouti à cet accord. Et c'est un bon accord, comme diraient certains, mais on n'a pas eu besoin de l'approbation de certains de l'extérieur. C'était déjà approuvé par nos agents. Donc voilà. Donc merci à tout le monde pour le travail effectué. Ceci n'empêche qu'on continuera à discuter. Michel vient de le dire. On va faire le point dans quelques mois, dans un an, et on regardera comment ça fonctionne. S'il faut faire évoluer les choses, on est ouvert à la discussion. Et bien sûr, c'est la collaboration entre les agents et la direction et les élus qui feront qu'on fera évoluer les choses, bien sûr, dans l'intérêt de la collectivité et de ses services. Donc merci. Donc je vais passer au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, je vous en remercie. Point suivant, toujours Michel. Pardon, oui. Oui. Monsieur le maire, je souhaitais saluer le travail de concertation, de dialogue constructif qui nous a animés durant toute la négociation de cet accord sur les 1607 heures. Les collectivités territoriales bénéficiaient, en application de la loi de janvier 1984, de la possibilité de maintenir les régimes de travail antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 3 janvier 2001. Et c'est plus de 20 ans après l'instauration de cette dérogation que cette faculté a été remise en cause par l'article 47 de la loi de transformation de la fonction publique.
Comment, dans un tel contexte, ne pas risquer de générer de la méfiance de la part des agents vis-à-vis de leur hiérarchie et des élus? Comment faire pour que des avantages acquis ne soient rayés d'un trait de stylo de façon arbitraire, alors que le service public de nos agents a toujours été rendu? C'est à partir de ces deux questionnements qu'un groupe de travail a été créé pour faire des propositions. Ces propositions ont été, lors de nombreuses séances de travail, présentées aux agents ainsi qu'aux élus lors de comités techniques. Avec pédagogie et écoute, et soucieux du dialogue social, nous avons obtenu un accord signé par les élus du comité technique. Il a même été déclaré, comme vous l'avez dit, que l'accord de la ville de Guilherme était bon. Il est important de saluer et de remercier le travail de la directrice générale des services, de ses adjoints et de l'ensemble des agents de la collectivité pour que cet accord formel fasse entrer notre collectivité, certes dans la légalité, mais aussi que cet accord permette des avantages financiers et sociaux, tels que l'octroi d'une indemnité d'ancienneté d'une journée tous les 5 ans, et ce, dans un maximum de 6 jours, de la mise en place de jours de RTT, compensant l'augmentation hebdomadaire de la durée du travail et de l'augmentation de la prévoyance à 20 € par mois. À présent que cet accord a obtenu un avis favorable du comité technique et que le conseil municipal l'a entériné favorablement, il reste maintenant le travail de mise en œuvre d'une nouvelle organisation du temps de travail qui sera effective au 1er janvier 2022. Bien entendu, le conseil municipal sera informé de cette nouvelle organisation du temps de travail ces prochains mois. Encore merci à l'ensemble des acteurs de cet accord, élus municipaux, élus au comité technique, agents de la collectivité, pour ce travail de fond qui a amené à un bon accord et qui confirme le sérieux et l'abnégation de nos agents pour que le service à la population soit rendu comme il l'est aujourd'hui. Je vous remercie. Merci beaucoup. Oui, tes propos vont dans le sens, dans le bon sens, et c'est la vérité. C'est tout simplement la simple vérité. Merci. Michel, on retourne point sur l'activation de la convention cadre avec le CDG 29. Le Centre de gestion de la fonction publique territoriale est un établissement public départemental au service des collectivités locales dans le rôle d'employeur. Ce service comporte des missions obligatoires définies par la loi, conseil et suivi des carrières des agents, bourse de l'emploi, organisation de certains concours de la fonction publique territoriale, secrétariat des instances paritaires et médicales, et financé par le versement d'une cotisation obligatoire de la collectivité. Le centre de gestion propose également des prestations facultatives dans les domaines de la santé au travail, des missions temporaires au sein de nos services, de l'archivage, d'audit, toujours en lien avec les ressources humaines. Les tarifs propres à chaque prestation sont votés annuellement par le conseil d'administration du CDG 29. Afin de faciliter la gestion administrative des interventions, il est proposé d'utiliser une convention cadre 6 jointes fixant les conditions générales de leur mise en œuvre. La collectivité adhérera par principe à l'ensemble des services facultatifs. La réalisation d'une prestation reste conditionnée à une demande expresse de l'autorité territoriale. Il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire ou son représentant à la signer. Avis des commissions. La commission a pris connaissance du dossier. Merci. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Le point suivant, c'est le pacte de gouvernance de Brest Métropole. Bon voilà, il y a une gestion de la métropole qui date depuis de nombreuses années et aujourd'hui la loi nous oblige donc à créer ce pacte de gouvernance pour officialiser un peu ce fonctionnement que nous avons, nous, la métropole et les communes étant membres de la métropole. Donc il y avait un délai pour le faire et donc vous savez la pandémie, tout ça, ça a pris un peu il y a un peu de retard, donc on nous demande aujourd'hui d'approuver ce pacte de gouvernance. Alors, ce pacte de gouvernance de Brest Métropole s'articule autour des éléments suivants. L'affirmation des valeurs de la métropole et le rappel des compétences exercées. Donc, il y a une institution, la présentation de l'organisation de l'institution, l'organisation de la mutualisation des moyens entre Brest Métropole et les communes membres,
les présentations des contrats de proximité territoriaux, comme on va en parler tout à l'heure, mais aussi qui sont passés tous les ans, pour les politiques liées au territoire de proximité. La gouvernance stratégique entre la métropole et ses principaux opérateurs à travers la maison commune, vous savez, il y a tous les satellites que l'on a autour, donc voilà, il faut aussi exprimer la force de cette gouvernance stratégique, et l'organisation de la gouvernance participative avec les usagers et les habitants. Donc le pacte de gouvernance rappelle le sens profond de la gouvernance locale entre la métropole et les communes, membres et décrit les moyens à disposition dans la réalisation de l'objectif métropolitain commun, celui de la solidarité du territoire avec un développement durable de l'Ouest breton. Brest Métropole et les communes membres ont ainsi l'opportunité de rappeler que le territoire est aujourd'hui considéré comme une intercommunalité innovante. L'organisation territoriale des politiques publiques métropolitaines prend forme autour notamment de deux exigences qui apparaissent en filigrane. La nécessaire réflexion sur la proximité, ça c'est quelque chose de très important qui prend de l'ampleur depuis quelques années. Et donc c'était à l'origine aussi de la communauté urbaine, parce que la métropole, avant on l'a démarré en 1974, ça s'appelait la communauté urbaine, et qui avait déjà conduit à l'exercice de compétences au quotidien au sein de la métropole. Je vous rappelle les déchets, l'eau, l'assainissement, les transports en commun. Et pour autant, le fort degré d'intégration des compétences nécessitait une réflexion sur la valeur ajoutée de la subsidiarité. C'est donc l'origine de la métropole au quotidien, avec les 4 territoires intracommunautaires et supracommunaux permettant aux conseils municipaux d'intégrer la décision des politiques communautaires en étant aussi pleinement membre d'une maison commune. Et deuxième point, la mutualisation des services entre la métropole et la ville de Brest qui crée des synergies et permet d'éviter des conflits que connaissent bien d'autres territoires. Ces mutualisations s'étendent aussi aux communes membres de certains services ressources. Donc voilà, il est demandé au conseil municipal d'approuver, d'émettre un avis favorable concernant ce pacte de gouvernance qui n'est autre que le rappel de ce qui se fait depuis l'origine de la métropole, l'origine de la communauté urbaine et aussi des nouvelles choses qui ont été aujourd'hui impliquées dans cette affaire-là. Voilà. Donc la commission a vu le dossier. Oui, tout à fait, la commission a pris connaissance du dossier. Y a-t-il des questions là-dessus? Oui, M. Simon. Donc dans ce pacte de gouvernance, le chapitre 4 concerne le contrat de proximité territoriale et son paragraphe 5, la participation des habitants, un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Parmi les dispositifs proposés, les communes pourront développer des dispositifs participatifs sur les politiques d'espace public. Les crédits territorialisés peuvent être mobilisés à cet effet et en lien avec la démarche municipale du budget participatif. Donc comment entendez-vous mettre en œuvre cette participation des habitants et sur quel projet est-ce que ça peut être mis en place? Alors, je rappelle que le budget participatif n'est pas le premier au niveau de la métropole. Nous avons déjà eu un en 2019. 2020 est une année un peu parenthèse et vous le savez pourquoi. 2019, la participation a été faite au niveau donc, de l'aménagement du centre-bourg avec notamment les jeunes, puisque c'est une aire de jeu qui doit être faite. Donc le budget participatif a été employé à cette aire de jeu. Donc aujourd'hui, il reste à la réaliser. Donc on est en train de monter le dossier, puisque le temps de la période Covid ne nous a pas laissé forcément... n'était pas à notre faveur, mais aujourd'hui ce budget participatif. Et donc la métropole lance un autre budget participatif pour 2022. On reviendra pour voir à quel moment, sur quelle thématique nous allons y faire participer la population et sur quel budget d'abord, parce que j'attends aussi de savoir sur quel budget que l'on va nous intégrer. Et on pourra l'intégrer soit, comme le font certaines communes, au contrat de proximité, c'est-à-dire que ça sert à agrandir le périmètre sur les espaces verts, sur les routes, sur quelque chose, ou alors on fait une thématique séparée, mais on reviendra. Aujourd'hui, le choix n'a pas été fait, puisque c'est encore en cours de décision au sein de la métropole, c'est acté, mais il n'y a pas encore les budgets alloués, donc j'attends un peu tout ça avant de revenir devant vous, je pense, avant la fin de l'année. Voilà. D'autres questions? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Donc le point suivant,
Donc c'est l'approbation des programmes de travaux 2021 de proximité de voirie et espaces verts. Bon, quand je vais vous le lire, vous allez dire, mais c'est déjà fait. Ben oui, mais aussi le problème de la pandémie a un peu bouleversé l'exercice, pas notre exercice à nous, mais l'exercice de fonctionnement de la métropole. Et effectivement, le contrat de proximité, donc pour 2021, c'est sur des actions. Alors les actions pour Guilherme, vous savez, nos budgets sont pas excessifs et on essaye de faire pour le mieux. Mais on a été obligé de transférer des fois des budgets qui devaient être faits sur 2 ans, transférés sur une année, parce que nos agents des équipes techniques ont été amenés pour beaucoup d'entre eux à aller dans les écoles, dans les EHPAD, au titre pas de la communauté, mais au titre souvent de la ville de Brest. Donc la GUP après s'arrange dans tout ça. Moi, c'est un calcul après de transfert de charges. Mais beaucoup de nos agents ont été amenés, notamment de la voirie, ont été amenés à faire des infections, passer les lingettes, dans les écoles, renforcer les équipes qui étaient, ou alors des gens qui étaient en ASA qui ne pouvaient pas travailler. Donc, on a eu la chance, sur Guilherme, c'est que nos chantiers ont pu évoluer, mais il y a d'autres communes, effectivement, les chantiers qui étaient prévus 2021 n'ont pas été faits. Et les notes sont réalisées. Commencées en fin 2020, ils ont été avancés. Donc, c'est la route de Quadario, qui ne devait être uniquement que fait les trottoirs et refait un bicouche sur la route. Comme on n'a pas fait d'autres chantiers, notre route est finie aujourd'hui. Il y a les enrobés, M. Carjean, vous savez. Bon voilà, elle a été réalisée. Et la rue Fraissinet, ce sont des enrobés de chaussées aussi, avec la réalisation vous savez, d'un quai pour personnes à mobilité réduite. Donc on a réalisé ça il y a quelques semaines. Au côté du Leclerc, je ne sais pas si vous voyez, là, on a refait, donc pour que les bus puissent s'arrêter, que les gens soient à même hauteur, puissent sortir avec... on avait une demande forte de personnes handicapées pour aller au centre Leclerc et aussi pour des gens du secteur. Bon, voilà. Donc, ça a été réalisé, nos 2 grands chantiers de la collectivité. Après, il y a plein de bricoles, mais ça, c'est la régie qui fait ces travaux-là. Mais voilà ce que je devais vous présenter aujourd'hui dans le contrat de proximité. On arrive un peu tard pour vous le présenter puisque les chantiers sont déjà réalisés, mais ce n'est pas de ma faute à moi, c'est tout simplement l'organisation des services qui nous a amené à aller un peu plus vite sur certains, et maintenant peut-être que les services iront sur d'autres communes réaliser le chantier en espérant que cette pandémie soit derrière nous, ce que l'on souhaite. Voilà, donc je vous demande de voter quelque chose qui est déjà fait, mais voilà, mais c'est comme ça. Donc voilà, y a-t-il des questions là-dessus ? Il n'y en a pas. On soumet au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Point suivant, c'est le rapport de délégation de service public 2020. Isabelle. Donc, par délégation du 16 mai 2019, le Conseil municipal a approuvé l'attribution de la délégation de service public au groupement solidaire People and Baby, Enfance pour tous, pour l'exploitation du multi-accueil Les Petits Poussins, situé dans les locaux de la Maison de l'Enfance pour une durée de 5 ans. Ce contrat de délégation de service public a pris effet le 1er septembre 2019. Pour mémoire, le même groupement solidaire était déjà titulaire du contrat depuis 2014. Pour permettre la vérification et le contrôle du fonctionnement, des conditions financières et techniques du contrat, le délégataire produit chaque année, avant le 1er juin, un rapport comportant notamment les comptes retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution. Le multi-accueil Les Petits Poussins a ouvert ses portes le 2 janvier 2014. Le rapport d'activité retrace la 7e année de fonctionnement. Durant l'année 2020, 72 familles ont fréquenté le multi-accueil et 74 enfants ont été inscrits sur l'ensemble de l'année. Les enfants sont accueillis par une équipe de 13 personnes, soit 12,57 ETP, dont une directrice infirmière diplômée d'État, une adjointe éducatrice de jeunes enfants, une éducatrice de jeunes enfants, 3 auxiliaires de périculture, 5 CAP petite enfance, un agent de service intérieur et un agent d'entretien. Synthèse du bilan financier. Donc, les charges d'exploitation s'élèvent à 560 038 €.
Le produit d'exploitation s'élève à 505 660 €. Le résultat de l'exercice est de moins 54 378 €. Cette année, nous constatons un résultat négatif lié à de fortes charges exceptionnelles, donc reversement de PSU, indemnité de départ. Le risque financier est à la charge du concessionnaire. Enfance pour tous a donc versé une subvention d'équilibre à la structure. Le service rendu par les professionnels du multi-accueil est de qualité. Les enfants et familles sont accueillis quotidiennement dans de bonnes conditions. Les équipes du multi-accueil participent toujours activement à la vie de la maison de l'enfance, notamment à travers des partenariats avec les différents acteurs. Donc, je vais demander au conseil municipal de prendre acte de ce rapport. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, la commission a pris connaissance du dossier. Il y avait une question également, à savoir, effectivement, il y a eu plusieurs années de déficit sur la gestion. Quelles mesures prendrait l'opérateur People and Baby suite à ces déficits? La réponse avait été donnée en commission, hein, et en fait, comme c'est une entreprise privée, elle raisonne en fait sur la globalité de toutes ces crèches pour faire le total. En fait, c'est pas un total par structure, c'est un total global sur toutes les crèches. Et donc, quand il y a comme ça une différence, ils mettent une subvention supplémentaire pour une péréquation. Voilà. Autre question? Il n'y en a pas? Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui prêtent? Ah, il n'y a pas de vote, c'est un rapport. Pardon, excusez-moi. Le point suivant, Isabelle, c'est la convention de partenariat avec l'école Sainte-Thérèse. Alors, donc la convention prolongée par avenant signé entre la mairie et l'OGEC de l'école Sainte-Thérèse arrive à échéance le 31 août 2021. Il convient donc de la renouveler. La commune de Guillers participe financièrement au fonctionnement de l'école Sainte-Thérèse, à savoir, dans le cadre des dépenses obligatoires, l'obligation de prise en charge des frais de fonctionnement est basée sur le coût de fonctionnement d'un élève dans le public et ses dépenses faisant partie des dépenses de fonctionnement obligatoires des communes, et le forfait est fixé par simple délibération en début d'année scolaire. Dans le cadre des mesures à caractère social, en application de l'article L. 533-1 du Code de l'éducation, selon lesquels les collectivités locales peuvent faire bénéficier des mesures à caractère social pour enfants sans considération de l'établissement qu'ils fréquentent, la ville souhaite promouvoir l'accès à tous les enfants et dans des conditions identiques à un service de restauration scolaire. Il est rappelé que ces mesures à caractère social ne font pas partie des dépenses obligatoires. De plus, le seuil des 23 000 € étant dépassé, il convient d'en définir les modalités de calcul par convention. Donc la convention a été jointe. Les modalités de versement de la subvention de fonctionnement liée à l'enseignement, les modalités de calcul et de versement de la subvention pour la restauration scolaire, à savoir, seront pris en compte tous les rationnaires des classes maternelles et élémentaires domiciliés sur la commune ou sur une commune de Brest Métropole. La subvention sera calculée sur la base d'un forfait par repas par élève fixé par le conseil municipal. Les versements se feront par trimestre sur présentation des listes d'élèves ayant déjeuné à la cantine. La mise à disposition à titre onéreux de matériel informatique acheté dans le cadre du plan de relance si la subvention nationale est obtenue. La convention sera conclue pour une durée de 3 ans, donc de l'année scolaire 2021 à 2022, jusqu'à 2023-2024. Donc il est demandé au conseil municipal de valider les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. La commission a vu le dossier. Elle a pris connaissance du dossier. Merci. Y a-t-il des questions sur cette convention? Il n'y en a pas. S'il n'y a pas de questions, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Alors voilà, les parents. 4 parents. OK. Y a-t-il des abstentions? Alors, ouais, levez bien la main, on va noter les noms. Olivier, Stéphanie. Pour les autres, qui émet un avis contraire? Abstention, unanimité. Merci. Point suivant, toujours Isabelle. Plan de relance, appel à projet numérique de l'école.
Donc, dans le cadre du plan de relance, le ministère de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports met en place des mesures destinées à favoriser la continuité pédagogique dans les écoles grâce au développement des services numériques. Ces mesures visent à l'acquisition d'équipements informatiques, de services et de ressources numériques, donc hybridation des enseignements, pour garantir l'accès au numérique au plus grand nombre d'élèves, à leurs familles et à leurs professeurs dans tous les territoires et notamment les territoires ruraux. Pour cela, il est prévu d'équiper les écoles d'un socle numérique minimal et d'un environnement numérique suffisant pour accéder aux services et aux ressources numériques. Les écoles qui ne possèdent pas ce socle numérique de base peuvent bénéficier d'aides financières dans le cadre de cet appel à projet. Cette mesure s'adresse aux cycles 2 et 3 des écoles élémentaires et primaires. Cet appel à projet commun vise les deux piliers complémentaires que sont l'équipement d'une part et les services et ressources numériques d'autre part. Donc le socle intègre l'équipement des classes, des équipements mutualisables pour les écoles, des équipements du bureau de direction et l'aménagement des réseaux. Pour un budget total inférieur à 200 000 € par commune, sur le volet équipement, 70% sont pris en charge par l'État, soit 2 450 € par classe. Sur le volet services et ressources, le taux de subvention est de 50%. Cet appel à projet prévoit que la commune effectue la demande pour les écoles publiques et privées de son territoire. Eu égard à l'importance des nouvelles technologies dans les enseignements d'une part et à l'opportunité que présente la mesure présentée par le ministère de l'Éducation nationale d'autre part, il est envisagé de programmer les investissements suivants. Est-ce que je vous relis le tableau ou... Vous l'avez lu en commission? On l'a lu Non, en ce n'est pas commission. nécessaire. Donc, il est proposé au conseil municipal de confirmer le programme d'investissement tel que présenté ici-dessus, de solliciter auprès de l'État l'attribution d'une subvention sur la base du plan de financement présenté ici-dessus et d'autoriser Monsieur le maire, ou son représentant à signer les pièces afférentes à ce dossier. Merci. La commission a vu le dossier. Elle a pris connaissance du dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Bon. C'est bon pour ménager nos écoles? Oui, qui sont déjà Bien équipées. Bon, mais un plus, on ne va pas regretter d'avoir un peu plus que... Voilà, donc on profite de ça. S'il n'y a pas de questions, je vais soumettre au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Isabelle C'est moi. Plan de relance? Non, c'est règlement service périscolaire périscolaire. 21-22. Voilà. Donc, le règlement des services périscolaires actuellement en vigueur a été validé par délibération Conseil municipal 2018-67 du Conseil municipal du 28 juin 2018. Il convient aujourd'hui de modifier le règlement. Ainsi, un paragraphe sur la mise en place de gardes alternés est ajouté. Il précise les modalités de mise en place de la facturation différenciée ainsi que les tarifs appliqués à chacun des parents. Une précision concernant le délai de réservation a été apportée. Les inscriptions ne seront plus possibles toutes pour l'année scolaire. La période maximale de réservation sera de vacances à vacances. Ceci afin d'éviter la multiplication des avoirs en cas d'annulation par les familles. Le portail famille sera paramétré en conséquence. Les inscriptions rouvriront le vendredi précédent les vacances scolaires pour la période suivante. Les dispositions concernant les responsabilités ont été détaillées afin d'être mieux comprises par les familles. Et la mise en forme globale du document a enfin été améliorée. Donc, il est demandé au conseil municipal de valider le nouveau règlement périscolaire et de le rendre applicable à compter du 2 septembre 2021. Merci. La commission a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. Sur ce point, nous tenons à remercier les services pour la qualité du service rendu à la population, que ce soit sur le volet gestion et réservation ou celui de l'animation du temps périscolaire. Merci. Pour eux. Autre question, autre intervention? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. La convention relative à l'initiation du breton dans les écoles primaires. C'est encore moi. Depuis 2007, la commune est engagée dans un dispositif de soutien à la langue bretonne sur le temps scolaire. Les interventions sont organisées par l'Éducation nationale et sous-traitées à l'association SCED. Le groupe
Le groupe scolaire Pauline-Guergomard bénéficie de ces initiations depuis 2007, à raison de 4 heures par semaine. La convention financière avec le conseil départemental est arrivée à échéance. Dans le cadre de son renouvellement, les écoles ont pu faire de nouvelles demandes. Aussi, une classe de l'école élémentaire Châteaubriand, les CE2, souhaite bénéficier de cette initiation. Le groupe scolaire Pauline-Guergomard souhaite conserver les 4 heures pour les 4 classes de maternelle. Donc, je vous donne le détail du financement. Les initiations sont cofinancées par le conseil départemental, la région et la commune. Donc, en 2020-2021, nous avions 4 classes. Pour les années à venir, 2021-2024, nous aurons 5 classes. Le nombre d'heures par classe sera de 30. Le taux horaire de l'association ne change pas, sera de 60 €. Le coût total des initiations était de 7 200 €. Nous aurons 9 000 €. La participation du conseil départemental, qui est de 50%, était de 3 600 €. Il sera de 4 500 €. Participation de la région était de 1 197 €. Il sera de 1 457 €. Et participation de la commune, qui est de 33%, qui était de 2 402 €, sera de 3 042 €. La participation de la commune reste à 33% pour l'ensemble des heures demandées, celle du département de 50%, celle de la région à 17%. L'augmentation du montant annuel pour la collectivité s'explique par le nombre de classes bénéficiant du programme. Pour information, le montant pour le premier trimestre 2021-2022 s'élèvera à 1 014,10 €. Les crédits nécessaires sont inscrits au budget, donc il est proposé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention et d'autoriser monsieur le maire à la signer. Merci. La commission a vu le dossier. Je l'aurais bien dit en breton, mais je n'ai pas eu la chance d'avoir cette initiation. Voilà, donc la commission a pris connaissance du dossier. Autre question? Il n'y en a pas? En breton ou en français, je m'en fous. Hein. Allez, on passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Oui. Je voulais juste remercier notre directrice éducation enfance pour son travail pour cette année qui n'a pas toujours été facile. Oui, je veux bien, et je te comprends quand tu dis ça, parce que l'année a été plutôt très, très laborieuse. Et je crois qu'on peut la remercier, je ne sais pas son nom, mais bon, on pourra la remercier en votre nom. Ainsi que tous nos agents qui ont œuvré dans nos écoles. On espère qu'on n'aura pas des années comme ça à renouveler d'ici longtemps. Oui, merci monsieur le maire. Ensuite, la vente des lots du lotissement Quadvian. Donc, le permis d'aménager du lotissement communal à usage d'habitation. Lotissement Quadvian a été approuvé par arrêté en date du 27 août 2019, puis modifié et approuvé le 28 juin 2021 pour la subdivision du macro-lot numéro 24 en 2 lots individuels. Par délibération en date du 19 septembre 2019, le conseil municipal a fixé le prix de vente des parcelles à 119 € TTC le mètre carré. Les frais d'acte notaire, taxes et honoraires restent à la charge des acquéreurs. Nous avons consulté France Domaine qui a validé ça. Les lots sont issus d'un terrain cadastré section B1, BI, parcelle numéro 116, 137, 139, d'une contenance de 16 222 mètres carrés. Une partie des lots du lotissement ont été réservés comme suit. Le numéro 25 d'une contenance de 437 mètres carrés, environ, parce que c'est pas encore défini, pour un prix total de 52 003 € TTC, et le lot 26, 495 mètres carrés environ, pour un prix total de 58 905 € TTC. Donc il est proposé de donner l'accord pour la vente des lots aux acquéreurs ci-dessus désignés, conformément aux réservations, et de m'autoriser à signer les actes notariés. La commission a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention à la loi SRU 21. Bon, Anne-Caro n'étant pas là, je vais la présenter. C'est toi, Pierre. Vas-y, Pierre. Voilà, je ne t'aurais pas le pain de la position. Merci, monsieur le maire. Une convention relative à la production de logements sociaux publics et leur financement a été signée le 25 mai 2021 entre Brest et les communes de la métropole. Le présent avenant vient modifier l'article 2 de cette présente convention. L'inventaire communal du 1er janvier 2020 a permis d'établir que la commune de Guilherme avait atteint un taux de logement public de 16,13%, taux supérieur à 15%.
Cette augmentation de taux a une incidence sur le montant de la contribution annuelle. Ainsi, la contribution sera donc de 10 500 € par an pour la commune, contre 33 913 € initialement prévus dans la convention. Il est donc demandé au conseil municipal de valider la signature de cet avenant. Merci. La commission a vu le dossier. La commission a vu le dossier. D'accord. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Bon, ok. Donc, on passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. La tarification du spectacle Les Mains en l'air, Festival des Arts Marionnettiques. Thierry. La 4e édition des Mains en l'air, Festival des Arts Marionnettiques, se tiendra à l'espace Agora du jeudi 18 novembre au dimanche 21 novembre. Il est demandé au conseil municipal de valider la tarification des entrées des spectacles pour le festival Les Mains en l'air, qui se tiendra donc du 18 au 21 novembre 2021 à l'espace Agora. Donc la soirée d'ouverture se déroulera le jeudi 18 novembre et ce sera 8 €. Le spectacle White Dog donc sera le vendredi 19 et le dimanche 21 au tarif de 12 €. Le spectacle du TOF Théâtre le samedi 20 novembre à 6 €. Le spectacle sur les contes de Perrault le samedi 20 à 6 €. Et pour finir, le spectacle pour les tout-petits le dimanche 21 novembre sera également à 6 €. Merci Thierry. La commission a vu le dossier. La commission a pris connaissance du dossier. D'accord. Y a-t-il des questions là-dessus? Il y a peut-être une petite... non? Tu peux dire un mot peut-être, Thierry? Ah ben on va voir voilà. Il y a quelque chose de beau qui se prépare? Oui, parce qu'on a la chance dans le cadre de ce festival d'avoir des beaux partenariats, en l'occurrence avec avec le Quartz, donc scène nationale, avec qui voilà on entretient de bonnes relations et qui nous font qu'on a la chance parce que c'est eux qui financent le spectacle White Dog. Donc nous à Guilherme ça nous coûte rien, ils prennent en charge le spectacle, la restauration des artistes, enfin les transports, voilà ils prennent tout en charge. Alors les 12 €, donc c'est uniquement parce qu'autrement pour que les Guilhériens ça leur hésite d'aller au Quartz pour prendre une place pour Guilherme. Donc les places seront à vendre à 12 € en mairie de Guilherme, mais bien sûr on va pas faire de l'argent sur un truc qu'on ne paye pas non plus. Et après il y a une convention avec eux pour qu'on leur rétrocède après le prix des entrées. Mais voilà, mais ça sera. Et je peux comprendre qu'il y avait un partenariat avec l'étranger aussi qui se met. Alors il y a quelque chose. Alors ça sera il y a quelque chose qui se place avec en Québec avec le festival. Un festival qui se passe au Québec, donc il y a des liens qui se créent aussi, et on aura probablement, alors si c'est pas en 2020, ça sera en 2022, des artistes québécois qui viendront présenter leur spectacle. Voilà, donc c'est un spectacle, c'est un festival qui a à peu près la même taille que nous, voilà, mais voilà, on crée des liens comme ça à travers. Nous avons la chance d'avoir un artiste aujourd'hui qui va de tout voilà. pays en pays aussi, montrer sa qualité, il a une qualité. Voilà, donc. Savent de quoi il en retourne. Et en retour, les artistes étrangers viennent aussi vont venir, et puis c'est intéressant. Voilà. Tout à fait. Voilà, mais je n'ai pas passé au vote. Y a-t-il d'autres questions là-dessus? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne préparent pas au vote? Des avis contraires, des abstentions, l'unanimité. Et le dernier point, toujours à toi Thierry, c'est la subvention à l'Agora. Alors, conformément aux conventions, l'association d'animation et de gestion du centre social Agora a présenté sa demande de subvention pour l'année 2021. La convention de moyens et d'objectifs liant la commune à l'association l'Agora prévoit 1. Le versement d'une subvention annuelle de fonctionnement affectée au poste d'animatrice famille. Cette subvention est plafonnée à 50% du coût d'un équivalent temps plein, soit 14 488 €. Et 2. Le versement d'une subvention sur projet dont le calcul est soumis à la présentation des actions menées lors de l'année N-1. Après avoir établi le bilan financier, le montant de la subvention annuelle est fixé à 9 228 € pour les actions reconduites dans le cadre du projet social et à 8 346 € dans le cadre des actions nouvelles. Le montant total de la subvention sur projet est donc de 17 574 € pour l'année 2021. La convention relative à la gestion de l'espace nouvelles technologies du centre social l'Agora prévoit également le versement d'une subvention annuelle affectée au poste d'animatrice multimédia, plafonnée à 50% du coût d'un équivalent temps plein, soit 13 610 €. Il est proposé au conseil municipal de fixer la subvention annuelle de fonctionnement affectée au poste et calculée sur la base des déclarations des coûts de poste annuels par l'association à hauteur de 28 098 €.
et de fixer le montant de la subvention sur projet à hauteur de 17 574 €. Donc la subvention globale 2021 s'élèvera donc à 45 672 €. Et les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 657 480, subvention aux associations. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, la commission a vu le dossier. Oui. Sur les subventions 2021, donc il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de débat, il y a un accord. Par contre, on a un petit questionnement par rapport à 2022, parce que sachant que la convention prévoit le versement donc de la subvention sur projet, dont le calcul est soumis donc à la présentation des actions qui sont menées l'année N-1. Donc ça veut dire que la subvention 2022 tire la raconte des actions qui ont pu être mises en place en 2021. Or, tout le monde le sait, avec, je dirais, les problèmes sanitaires, il n'y a pas pu avoir une mise en place de beaucoup d'actions. Donc, est-ce que, au niveau de la mairie, est-ce que vous en tiendrez compte? Et donc, est-ce que vous irez un petit peu au-delà peut-être de la convention, ou, je dirais, mettre des mesures particulières pour traiter ce sujet, ou est-ce que vous resterez vraiment simplement fidèle à la convention, ce qui voudrait dire une baisse drastique de ces subventions, puisqu'il n'y aura pas eu beaucoup de projets de mise en œuvre. Donc, la réponse est dans votre question, c'est-à-dire qu'en 2020, il n'y a pas eu beaucoup d'activités et que le déficit de me souvenir, puisque nous avons rencontré l'Agora et moi j'ai participé à l'Assemblée Générale par visio, puisqu'on ne pouvait pas le faire en présentiel, était de moins de 200 € de déficit pour une activité liée à une année catastrophique. Alors, il y a eu aussi la mise en place du chômage partiel, qui a une prise en charge par l'État. Nous apportons notre contribution comme on l'a fait sur ce qui était dans la Convention. Aujourd'hui, nous sommes dans la réécriture d'un nouveau projet social. Donc ce nouveau projet social, je ne sais pas de quoi il va en retourner pour l'instant. Il y a une discussion, enfin il y a des réunions techniques avec les agents, les techniciens de la collectivité. Nous avons une réunion des partenaires. Nous en avons eu une récemment, je dirais il y a un mois à peu près, avec le conseil départemental, la CAF, la mairie et la Fédération des centres sociaux, donc où il y a eu une présentation un peu de le diagnostic qui a été établi par le centre social. Bon là, les partenaires ont émis un peu des interrogations sur le diagnostic. Bon voilà, mais ça fait partie de la discussion normale. Aujourd'hui, bien évidemment, on va regarder comment se passent les choses, d'abord jusqu'à la fin de l'année. Si les activités peuvent reprendre, je dis bien peuvent reprendre, c'est tout le débat, enfin, c'est une partie des discussions qu'on a eues quand on a rencontré quand les partenaires ont rencontré le conseil d'administration. Moi, ma grosse crainte, et je le répète ici, mais c'est pas propre à l'Agora, c'est propre à toutes les associations, comment les gens vont retourner. Il y a un exemple concret aujourd'hui, les festivals. On nous a appelés, tous les gars des festivals nous appellent, vos associations, est-ce qu'ils ne trouvent plus de bénévoles? Il y a beaucoup moins d'adhérents. Moi, ma seule crainte, c'est est-ce que la machine va repartir tout de suite à 100 à l'heure, ou alors on va partir à 20, 30, et ça va repartir tout doucement. Si la machine reprend tout de suite, j'ai aucune crainte pour les associations, pour l'Agora et toutes les autres associations, parce qu'il n'y a pas que. Mais ma grosse crainte, c'est de voir aujourd'hui un délitement. Pourquoi? Parce que ça a été trop long. Les gens ont trouvé autre chose, font autre chose. Je ne sais pas, voilà. Mais notre principale sonnette d'alarme, c'est de voir comment ça va reprendre tout de suite à la rentrée. Là, on sent, ça reprend un petit peu, mais comme c'est les vacances, bon, ça va être un peu entre deux eaux. Mais à la rentrée, il faut que Alors, on a le forum des associations le 4 septembre. Moi, voilà, ce que je souhaite, c'est que voilà, les gens réadhèrent, que les bénévoles reprennent
et que tout le monde retrouve une activité normale, bien normale. Je ne demande pas les monts et merveilles, mais on va être bien sûr et très, très attentif à ce qui va se passer. Mais on n'est pas les seuls, hein. Toutes les communes ont le même problème. Et quand j'ai entendu l'autre jour certaines associations me dire qu'ils n'avaient plus que moins de 10% de leurs adhérents, ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà, bien sûr, on sera vigilant à tout ça et on regardera avec la loupe, voir comment, et puis qu'est-ce qu'on peut remettre comme... mais il n'y a pas que l'argent, il y a aussi cette volonté de reprendre, et puis voilà, j'avoue que moi aussi je suis un peu dans l'expectative et j'attends de voir. Mais avant d'attendre de voir, il vaut mieux déjà commencer à se poser la question, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Mais il faudra qu'on réagisse très vite si jamais ça se démarre mal. Il y a les présidents d'associations autour de cette table, et je pense qu'ils en sont conscients. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité? Merci beaucoup. Y a-t-il des questions diverses? Oui. Oui. Monsieur le maire, nous souhaitons attirer votre attention sur la récurrence des dépôts de déchets sauvages aux abords des points de collecte. Nous avons pu voir des sacs poubelles, des packs de bière, même des encombrants destinés aux déchetteries. Ceci pollue l'espace public et peut présenter un risque sanitaire ou même physique pour les enfants qui ont accès à ces déchets. Je suppose que vous partagez ce constat et que ce manque de civisme ne vous laisse pas indifférent. Cette tendance doit donc être stoppée à Guilherme. Les Guilhériens en ont assez. La collecte des déchets est une compétence métropolitaine. Le contrat de proximité, dans son annexe 5, permet aux communes de s'associer aux réflexions sur le traitement et la collecte de déchets. Ce serait peut-être l'occasion de proposer des pistes d'amélioration, même si, in fine, la décision revient à la métropole. L'action communale reste cependant possible. Une présence de la police municipale au quotidien aurait pour effet certainement de dissuader ces fauteurs de troubles. Et certaines communes ont même décidé de fixer une amende administrative prévue à l'article 2212-2-1 du CGCT, les procès-verbaux étant dressés par les officiers de police. Ma question est donc double. Pensez-vous pouvoir agir dans le cadre du contrat de proximité sur ce sujet? Et où en est le recrutement des agents de police municipale que vous aviez promis cet hiver? La sensibilisation et la répression de ce type d'incivilité feraient-elles partie de leurs compétences? Merci. Bien, il y a plusieurs questions dans ce que vous dites là. Les incivilités, ce n'est pas d'aujourd'hui et elles ne concernent pas que les déchets. On a vu le week-end dernier des matelas déposés à côté des conteneurs enterrés. Conteneurs enterrés dont je me suis battu pour en avoir sur la commune. Et aujourd'hui, les gens ne respectent même pas, ne prennent même pas le soin de prendre leur voiture pour aller au Spernote, qui n'est pas très loin, pour les objets, pour les situations encombrantes. Un matelas usagé, bien sûr, c'est répugnant. Des packs de bière entreposés, j'ai vu aussi les photos. Des sacs jetés un peu n'importe où, n'importe comment, qui ne sont pas forcément le fruit de malveillance de Guilhériens, qui peuvent venir aussi de communes extérieures. Quand on peut, on cherche et on essaie de trouver des éléments qui nous permettent de retrouver les gens qui font ce genre de provocation, parce que pour moi c'est de la provocation. On va installer même à la déchetterie. L'autre jour, on a eu vous savez, on met de la ferraille, on baigne de l'herbe dessus, puis on croit que c'est de l'herbe. Le tracteur tout neuf, il arrive, paf, crever les pneus, des bouts de ferraille qui sont rentrés dans les pneus. Voilà, ça nous coûte à la collectivité. On va installer donc une caméra sur la déchetterie, parce qu'on a énormément, mais aussi un comportement invraisemblable de gens qui vont à la déchetterie. On la vide, il y a 25-30 mètres, il y en a qui déposent dans les 5 premiers mètres, alors qu'il y a un vide derrière. Je ne sais pas,
Mais moi, j'ai envie d'aller reprendre des fois les trucs et les ramener chez les gens, de mettre devant leur garage pour voir comment ils réagissent. On a des gens qui ont déposé l'autre jour de l'amiante. On sait que l'amiante, c'est un problème. Mais il y a des organismes aujourd'hui qui sont chargés de les recueillir, de les stocker et de les traiter. L'amiante, les déchetteries, les prennent dans des quantités. Voilà. Pour les particuliers. Pour les particuliers. Voilà. Tout ça, mais c'est tout simplement de la provocation et on va baigner ça dans une entretien. Là, on a vu le week-end dernier un terrassement d'une maison pour ne pas avoir à payer pour le mettre dans une classe 3, c'est-à-dire classe 3, une décharge autorisée pour mettre ce genre de déchets. La personne a été payée ça dans tous les entrées de champ de la commune, un camion par-ci, un camion par-là. Bon. Qu'est-ce que je vais faire? Si les gens n'ont pas compris dans leur état d'esprit, je dis, il ne faut pas tomber dans le travers où il faudra mettre plus de policiers, plus de ceci, plus de caméras pour des imbéciles qui vont nous mener la vie. Par contre, ceux-là, il faut leur mener la vie dure. La politique de la métropole, ce n'est pas de traiter plus de déchets, c'est de traiter moins de déchets. Et vous le savez très bien, que la volonté aujourd'hui, même au niveau national, au niveau de la collectivité, notre collectivité, la métropole, c'est d'apprendre aux gens à produire moins de déchets. Donc, il faut essayer d'aller dans ce sens-là. Et il ne faut pas tomber dans le travers où on serait obligé de mettre encore un service supplémentaire. C'est donner raison à tous ces bandits, ces voyous, encore mes mots sont un peu trop faibles, qui font n'importe quoi et qui nous provoquent. Ça représente que quelques personnes, mais c'est vraiment de la provoque. Bon, il y a les commerçants, il y a les artisans aussi qui jouent pas le jeu, mais une grande partie quand même ont mis ça dans leur tête. Bien sûr, ça a un coût qu'il faut payer aux clients, mais ils envoient leurs déchets dans les domaines avant qu'on puisse traiter. Alors des fois, les gens râlent parce que ça reste là, mais on n'a pas le droit de les toucher. On n'a pas le droit de les traiter tout de suite. Il faut un plan de recollement et ça demande toute une procédure. Bon, je sais que c'est énervant, ça embête, mais voilà, c'est comme ça. Mais maintenant, les policiers municipaux, c'est en cours. Hein, alors je me tourne vers la DGS, mais voilà, il y a une équipe qui est chargée de procéder à tout le profil, tout ça. Je pense à travail. Hein, Cathy, il y a d'autres personnes. Voilà, on est en train d'élaborer le profil des gens que l'on veut faire, que l'on souhaite recruter. Mais moi, c'est pour la tranquillité publique. Et si nos agents ne passent le temps qu'à aller faire des contrôles comme ça, c'est pas aussi, c'est leur mission bien sûr, mais ce n'est pas que ça, quoi. C'est aussi rassurer la population dans la vie de tous les jours et d'avoir un cadre de vie agréable et pas comme certains voudraient que ce le soit. Donc, vous voyez bien que ça aussi, ça m'exaspère tout ça et que vous savez, il y a des gens sur la commune, j'ai vu qu'il y a, Joe Thomas, tout le monde le connaît, mais il y a une autre personne qui a commencé à le faire aussi, en se baladant, il ramasse des poubelles. Bon, on va aider ces gens-là, mais la métropole ne veut pas, elle aime bien ces gens-là, mais elle ne va pas mettre des poubelles partout, parce que si on met des poubelles partout, ben les gens vont aussi, il y aura des trucs à traîner, un peu machin. Bon, les gens peuvent passer le lendemain, après Joe Thomas, vous aurez autant de déchets. Parce que les gens n'ont que faire. Mais voilà, il faut verbaliser, il faut sanctionner, mais pas sanctionner à 100 euros, à 80 euros, à 35 euros. Il faut sanctionner très fortement. Et malheureusement, on va être obligé d'arriver là. Mais, bon. Les enjeux de l'environnement, vous savez, hein, tout le monde veut, Yaka, Faucon, il faudrait ceci, mais après, le comportement individuel n'est pas forcément celui qu'on souhaiterait voir. Mais ça va venir. Mais ça va être patience et longueur de temps. Et je comprends après l'exaspération de certains qui sont à côté de qui ont les conteneurs enterrés à côté de chez eux et qui voient ça le matin quand ils se lèvent. Bon, c'est exaspérant, quoi. Je l'entends. Autre question? Il n'y en a pas. Je vous propose un prochain conseil municipal le 23 septembre, en vous souhaitant à toutes et à tous des bonnes vacances ensoleillées. Et quand je dis ensoleillé, le mot est faible. Et voilà, passez de bonnes vacances, vous et vos familles. Et je vous invite à prendre le verre de l'amitié dans la salle de
dans la salle du bureau à côté. Et donc j'invite la nouvelle conseillère municipale et les adjointes qui ont été élues tout à l'heure à me rejoindre ici.